Allez, donc on est parti. Et justement, bon, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas grand monde qui vienne parce que c'est très important, surtout qu'on est sur une semaine décisive. Et c'est peut-être la semaine qui va dicter ou donner en tout cas le là des mois à venir et voire peut-être même de l'année 2026. Donc c'est une des réunions de la fête des plus importantes pour moi depuis au moins 2-3 ans. Euh, donc c'est quand même très intéressant aujourd'hui de se demander qu'est-ce qui va pouvoir bien se passer. Donc on va démarrer lundi 8, notre semaine, on va démarrer PCE Fête de Dallas. Bon, 16h sera complètement noyé dans la bougie de 16h. Hop. Ensuite, on va plutôt donc avoir 17h, on va quand même se le noter. Prévision sur l'inflation du mois de novembre. « 19h, on va marquer T-Note. 3 ans. Encore. Pas tomber dans le piège. Mardi, on va avoir quand même le rapport Jols à 16h. Mardi. Hop. Bien sûr, 14h55, les ventes au détail, mais surtout 16h, le rapport Jols, donc du coup, du mois de septembre. Il va bien finir par sortir. Hein. Il va bien finir par sortir ce rapport. 19h, T-Note 10 ans. Mercredi 10 décembre, on aura donc 14h30 l'indice du coût de l'emploi, ça c'est pas mal. Coût de l'emploi. PSCI, ça on va se le marquer. 17h. Et donc 20h, surtout 20h. On va avoir donc 20h, ça va être assez décisif parce qu'on va avoir la décision, donc le taux du FOMC, mais on va avoir aussi les fameux dot plots, les fameux targets de taux des dirigeants du FOMC. Donc c'est ça qui va être intéressant. Ça va beaucoup secouer, je pense, pendant une demi-heure, mais en attendant après la conférence de presse, puisque la conférence derrière nous donnera à savoir si on va avoir du coup une baisse de taux qui serait quand même un petit peu faite avec un discours qui va pas dans le même sens, un peu comme on a eu la dernière fois, ou si on avait une baisse de taux qui est accompagnée d'un discours accommodant, surtout pour les années à venir, et des dot plots accommodants qui pourraient nous laisser penser que dans les prochains targets, on puisse être dans les clous, de se rapprocher des 2% d'inflation et donc continuer dans les mêmes pas pour la Fed. Jeudi, on va avoir à 14h30 les inscriptions au chômage, du coup qui reprennent, clac, 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 après on est bon. 18h, le T-Bonds 30 ans, marquez-vous-le. Et voilà. Vendredi 12 décembre, Colsby, 16h35. Donc avant 16h35, on n'aura rien. Hein. Ça sera bien quand même pour vendredi. Et puis après, même, on n'aura rien sur la journée normalement. Voilà. Donc vendredi, on n'aura absolument rien, hormis
Donc, petit discours de Goldsby à 16h35, donc on devrait pouvoir continuer, rester dans la continuité de jeudi et de la Fed, de cette décision de la Fed. Voilà donc cette semaine qui est quand même extrêmement importante, surtout une semaine FOMC en fait, hein. C'est ici, que vient, tout se jouer. Mercredi 20h, c'est là où il faudra être là. C'est là où, va se décider donc un petit peu le sort, des mois à venir sur les marchés. Hem, qu'est-ce qu'on peut on va basculer, directement sur le côté, analyse fondamentale. Hem, donc, beh, vous l'avez vu, réunion de la Fed décisive vraiment, mis en plusieurs, bien, en plusieurs fois. Pourquoi? Alors attendez, je cherche l'autre, ah voilà, elle est là. Pourquoi? Parce que, ben, on a quand même, vraiment un focus qui est, vous savez, hein, le mandat de la Fed qui est inflation et emploi. Donc on a les 2 aspects qui sont, dans le mandat de la Fed, inflation et emploi. Jusqu'à maintenant, beaucoup de décisions par la Fed ont été prises, notamment surtout au niveau de l'emploi. Donc là, c'est le premier point que l'on va regarder ensemble et après on se penchera un petit peu plus sur l'indicateur de l'inflation. On a eu donc un focus un peu spécifique sur le chiffre ADP. On est obligé, hein, de se mettre sur le chiffre ADP parce que je vous rappelle, le chiffre ADP, c'est pas le chiffre officiel du gouvernement, c'est pas le bureau BLS, donc le bureau national du département du travail, qui le publie. Mais comme ils peuvent pas donner leurs résultats, le BLS, parce qu'ils sont en retard dans le traitement suite au shutdown, tout le monde se raccroche un petit peu au chiffre ADP. Ce qu'on peut tout de même quand même observer depuis quelques années, c'est que le chiffre NFP publié par le BLS et le chiffre ADP, et donc sont quand même, ils sont, il y a des, comment dire? Il y a des moments où il y a des disparités, il y a des écarts dans leurs publications. Mais par contre, ce qui compte pour nous, ça va être que souvent, pour pas dire quasiment tout le temps, ils sont sur le même momentum. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir dans le momentum? C'est qu'on peut voir que quand même le chiffre ADP, il s'est écroulé et qu'il est plutôt sur un momentum baissier, hein, assez fortement baissier et qui passe dans cette destruction d'emplois, hein, comme vous le voyez, depuis donc maintenant quelque temps et qu'il creuse cette destruction. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent aux États-Unis de passer dans une zone de destruction d'emplois, comme vous le voyez depuis 2010, hein, donc sur les 15 dernières années. C'est une situation qui est arrivée ben, 3 fois, hein, une fois là actuellement, une fois, la fois dernière, bah, c'était 2019-2020, période du Covid, hein, 2020. Et la fois d'avant, c'était beh, juste avant 2010, c'était période de la crise des subprimes. Donc, on a quand même des indicateurs qui ne sont pas tellement rassurants en termes de momentum. D'accord? Toujours pareil, il n'y a rien d'inquiétant réellement dramatique sur l'économie américaine, du moins dans l'actualité de cet aspect-là, mais on est quand même sur un moment, un momentum, donc un aspect dangereux pour l'économie parce que c'est une situation normalement qui est liée à des périodes difficiles, des périodes de crise économique. Et c'est là où on va du coup aller regarder un petit peu dans les datas qu'on nous donne, quels sont les différents aspects. C'est-à-dire que ça, quand on a ce genre de chiffres, c'est des chiffres qui doivent pousser la Fed à prendre une décision plutôt de baisse de taux. La Fed doit venir maintenir l'emploi, elle a le double mandat, emploi donc et inflation. Inflation en premier et emploi en second. Les ISM, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, c'est des ISM qui ont été publiés. Alors, attendez, voilà, c'est des ISM qui ont été publiés la semaine dernière. Le chiffre est des ISM, peu importe, je ne vais pas vous aller le rechercher, c'est pareil, je l'ai noté. Un chiffre ISM donc qui
Qui est un indicateur soft, hein. Le chiffre ISM, c'est un indicateur de ressenti, c'est un indicateur de sondage. C'est pas des indicateurs hard data où 1 + 1 = 2. C'est vraiment une analyse un petit peu de questionnaire, de ressenti de chaque personne. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'il ressort un petit peu au-dessus des attentes. Il ressort à 52. Donc, depuis plusieurs mois, on a cet ISM des services. L'ISM des services, donc, c'est l'indicateur le plus important pour les États-Unis, puisqu'on est sur une économie de services qui ressort entre 50 et 52. Donc ça ne montre pas de contraction de l'activité, contrairement à ce qu'on voit dans la destruction des emplois, mais il faut quand même se dire que par contre, ce n'est pas pour autant un bon chiffre sur les 10 dernières années, puisque à peu près sur les 10 dernières années, on était plutôt sur une moyenne de 55 et au-delà. Donc là, on est plutôt entre 50 et 52, donc on est toujours en zone plutôt un peu positive, mais on est quand même bien en dessous de la zone habituelle que l'on avait sur les 10-15 dernières années, où on était plutôt sur du 55 et plus. Donc, c'est plutôt bon, on va dire, pour la Fed, car ça veut dire qu'il y a une pression sur les prix, du moins en termes de commandes, hein, puisque c'est la partie sur l'inflation, notamment, puisque la partie inflation, elle, reste donc assez proche du 50, donc sans qu'il y ait non plus une phase dans les parties des commandes qui s'écroule complètement, hein, donc ça montre qu'il y a effectivement une consommation qui est là. Mais ce qui peut être un petit peu plus, commencer à inquiéter, c'est que c'est la composante emploi qui, elle, est en contraction dans cet ISM. Donc dans l'ISM, aujourd'hui, si on arrive à sortir à 52, c'est parce que la composante emploi est plutôt en contraction. Elle se situe sous les 50, hein, bien au-dessus au-dessous des 50, et c'est les autres, composantes qui permettent de faire un équilibre plutôt, sur 52. Donc, une activité des services qui est quand même modérée, hein, et surtout une contraction de la composante emploi. Attention que ça, comment dire, qu'il n'y ait pas une gangrène dans l'économie. Et surtout, en fait, ce qui va être un petit peu difficile pour la Fed et pour nous, quand on regarde les marchés, c'est que les indicateurs hard, comme par exemple le core PCE, qui est un indicateur hard, hein, l'ISM est un indicateur soft, puisque comme je vous disais, c'est un ressenti, alors que le PCE, c'est un chiffre qui est publié, c'est une stat, et puis on peut pas c'est pas une question de ressenti. Donc l'indicateur hard, il nous montre pas vraiment la même chose en fait, les mêmes données que les indicateurs soft. Pourquoi? Parce que on a les capex. Les capex donc qui dépensent énormément dans l'investissement et boostent le PIB, mais ça fait que ça renforce à mon sens, encore plus l'idée qu'on a l'arbre qui cache la forêt, comme on dit, mais moi je dirais presque même l'arbre qui cache le désert dans cette économie américaine. Il ne faudrait pas que quand cet arbre capex va un petit peu se mettre à se dans son habit d'automne, on va dire, hein, et perdre quelques feuilles, on ne se rende pas compte finalement que derrière, il n'y a plus d'arbres en fait. Hein, à force d'avoir tiré sur cette économie et d'avoir rincé un petit peu cette économie, il ne faudrait pas que on se retrouve quand même dans une crise qui soit beaucoup plus grosse que ce que l'on peut imaginer. Et c'est donc une partie des CAPEX qui investit énormément, qui permettent de créer des hard data qui ressortent bonnes, mais avec des softs qui dénotent plutôt un stress donc dans cette consommation. Et le quid, c'est un peu de savoir lequel va basculer vers l'autre. Est-ce que c'est les données économiques qui vont venir aussi dans la difficulté comme les softs, donc si l'arbre des CAPEX commence un petit peu à se déliter, ou est-ce que c'est les softs qui vont à un moment donné se redresser, se relever, en même temps donc que les hard data qui, elles, sont plutôt positives. Donc le core PCE, c'est la mesure préférée de la Fed, hein, comme
on en parle souvent. Donc, la différence déjà, si vous le savez, il y a 2 mesures d'inflation aux États-Unis, le CPI et le PCE. Le CPI, donc Consumer Price Index, et donc le PCE, Personal Consumption Expenditure. Donc ça, ces 2 mesures sont différentes. La mesure préférée de la Fed, c'est le PCE. Le CPI, et donc pourquoi le PCE est préféré? C'est parce qu'il est plus précis, il est vraiment plus ciblé sur les produits les plus consommés par les ménages, et donc plus dans le détail de ce que consomment réellement les ménages américains. Et là, encore plus quand on prend donc le corps PCE, pour les premiers produits de première nécessité, avec donc un corps PCE qui, lui, cette semaine, lui, par contre, il y a un intérêt à le mettre, avec un corps PCE, donc la semaine qui vient de passer, qui ressort sur du coup les chiffres de septembre, hein, puisque c'est les chiffres de septembre que l'on pouvait avoir, qui ressort à 2,8. Donc, qui ressort plutôt en baisse finalement par rapport à ce qui était attendu par le marché. Il ressort en petite baisse. On voit surtout que jusqu'à maintenant, vous voyez que le corps PCE avait été sur une phase baissière, hein, un peu continue. Ça faisait 2-3 mois qu'il a été plutôt sur une pente de rehaussée, hein, de remontée. Et là, on voit que finalement, il ferait un double top, et donc il toucherait la zone haute précédente. Et donc là, il serait plutôt sur une phase de diminution. Il retomberait donc sous les 3%, alors qu'il était plutôt au 3,1%, 3% jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? C'est que, on va apporter quand même 2 points là-dessus. C'est que le premier point, je pense qui est important, c'est qu'on a un chiffre PCE qui est publié, mais pour le mois de septembre, et que septembre, c'est le mois où est venu justement depuis baisser la Fed est venue baisser les taux depuis ce temps-là. Donc finalement, est-ce que entre temps, depuis septembre, on a quand même eu octobre et novembre en termes de mois de consommation? Est-ce que on serait toujours sur le même schéma d'avoir finalement réellement une inflation qui serait plus baissière que ce que l'on pense? Ben là, on est un peu faussé, on n'est pas vraiment à jour. Ces infos-là, elles sont pas dans finalement, elles tombent trop tard par rapport à notre période de consommation réelle, puisque c'est des chiffres qui datent de septembre, mais qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, et justement, entre-temps, on a quand même eu 2 baisses de taux de la part de la Fed. Donc, il y a vraiment potentiellement 2 raisons que le marché, que l'inflation, soit remontée un petit peu, puisqu'on le sait, quand la Fed baisse les taux, elle, quelque part, elle redynamise la consommation. Elle essaye, du moins, de redynamiser la consommation. C'est l'objectif. Et donc, elle permettrait éventuellement, c'est le risque pour la Fed, c'est le piège, c'est la difficulté pour la Fed, c'est que si on baisse trop fortement les taux, on jette de l'huile sur le feu de l'inflation, et on peut faire bondir l'inflation finalement. Donc, là, les baisses de taux qu'il y a eu de la Fed ne sont pas des baisses qui feraient bondir l'inflation, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, c'est des décisions qui ont pu tirer l'inflation plutôt vers le haut que vers le bas. Donc, quid de savoir si en octobre et en novembre, on était sur à peu près sur la même tendance, donc sur une tendance plutôt un peu plus baissière de l'inflation. Si c'était le cas, alors que la Fed a baissé ses taux, ce serait énormément positif pour le marché, puisque ça voudrait dire que même si la Fed baisse les taux, on est dans un ralentissement de l'inflation. D'accord? Donc c'est ça, en fait, le quid là un petit peu de savoir, c'est euh, quelle est réellement la position de l'inflation à aujourd'hui après ces baisses de taux, surtout, surtout justement après avoir eu donc une inflation qui baisse. Bon, vous m'aurez dit, si on l'avait eu montante, on se serait dit, ben, est-ce qu'elle n'est pas encore plus forte finalement que ce qu'elle a été publiée? D'accord? Donc, on voit donc une nouvelle baisse et un nouveau progrès vers l'objectif. Ça soulage en fait, hein, le marché, et
Qu'est-ce qu'on peut donc espérer de la dernière réunion de la Fed? Si vous voulez, le marché, on va le voir assez rapidement. Le marché, lui, clairement, ce qu'il espère, c'est très simple. C'est une baisse de taux. Pourquoi c'est une baisse de taux? 86% du marché estime que l'on aura une baisse de taux mercredi. Pourquoi? Alors qu'ils étaient que 66% il y a un mois. Pourquoi? Parce que Williams, président donc de la Fed de New York, hein, qui est une Fed écoutée, la Fed de New York, c'est pas une petite Fed, c'est une Fed forcément qui pèse, hein, dans les décisions, nous a annoncé qu'il pensait que les baisses de taux devaient être considérées dans un horizon court terme. En fait, alors et si vous voulez, dans la traduction court terme, il n'a pas vraiment dit court terme, il a dit near time. Donc near c'est proche, mais proche ça peut être cette réunion ou la prochaine. Ça reste un temps proche en fait. On est d'accord. Donc est-ce que le marché lui a pricé que ça voulait dire que c'était la prochaine réunion? Est-ce que lui, il voulait dire que ce serait dans les peut-être la première, les 2-3 réunions qui arrivent? Il faut se rappeler que toute l'année dernière, nous avons eu aucune baisse de taux sur le début de l'année. On a eu les baisses de taux sur septembre, octobre, décembre, et que cette année, nous n'avons eu aucune baisse de taux sur le début de l'année, et qu'on a eu des baisses de taux en septembre et en octobre. Donc potentiellement, on l'aurait en décembre, du moins c'est ce que price le marché. Mais est-ce que ce qu'a voulu dire Williams, c'est que vraiment on allait l'avoir en décembre ou que l'on pourrait finalement avoir une baisse de taux? Si c'est pas en décembre, pourquoi pas en janvier ou sur les premières réunions de 2026, hein, chose que le marché n'est plus finalement habitué à avoir, puisque on le voit depuis maintenant 2 ans, le marché a plutôt des baisses de taux en fin d'année qu'en début d'année. Et donc, quid un petit peu de savoir ce qu'il voulait dire quand il a dit cette idée de temps proche, hein, d'effet de court terme sur cette baisse de taux. En tout cas, le marché, lui, l'a bien compris comme si c'était au mois de décembre. Les chiffres qui sont arrivés derrière, donc ont été interprétés en se disant le bad news is good news, c'était le retour du bad news is good news. On le voit, des chiffres ADP qui sont avec une destruction d'emplois de plus en plus élevée et qui donc font penser que la Fed va baisser ses taux. Des contextes, on l'a vu, des contextes notamment de consommation qui sont pas positifs, hein, sur le marché de la consommation, puisque souvenez-vous de cette statistique qui fait quand même un petit peu froid dans le dos aux États-Unis, où seulement 10% des Américains les plus riches, hein, donc la partie les 10% des Américains les plus riches consomment 50% de la consommation américaine. Hein, donc, imaginez si on prend les 20-25% des Américains les plus riches, à quel pourcentage de la consommation américaine on arrive. Ça, c'est quand même, ça veut dire que ceux qui souffrent réellement de l'inflation et du contexte économique, ceux qui le prennent de plein fer, de plein fouet, c'est aussi ne sont pas comment dire considérés, et donc à un moment donné, est-ce que le piédestal peut vaciller? Est-ce que si le socle ne tient plus, se fissure, est-ce que le haut de la pyramide peut tomber aussi? C'est un petit peu aussi le genre de question qu'il va falloir commencer à se poser, parce que si toutes ces personnes-là sont dans une difficulté sur la consommation, pourquoi il y a autant d'investissements qui est fait sur une échelle, sur l'échelle du haut, d'accord? Et donc, il y a un petit peu là, c'est un peu là où doit venir se poser réellement, concrètement, les questions au niveau des baisses de taux et au niveau des décisions. Bon, Williams nous a annoncé, donc, comme je vous disais, ce near time. Il a annoncé fin novembre, à peu près.
vers le 23 novembre, je dirais, 24 novembre, puisque j'avais loupé cet article, je pense, parce que je l'avais pas vu passer. Et c'était sur le travail des cartes, il me semble, du 22-23 avant l'anniversaire donc de ma mère. Donc c'était dans la semaine du 21, là, du 20 au 21, il avait dit ça vers là, vers le 20-21, 21, il me semble. Depuis, finalement, bon, on avait 5 jours pour que les membres de la Fed puissent venir euh, temporiser, un petit peu plus expliquer, donner du grain, on va dire, donner un peu plus de précision sur ce ressenti de near time du membre de Williams, chose que personne n'a faite, personne n'est allé contre cette idée-là, personne n'est allé justifier qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit cet horizon donc de proche, et c'est ce qui a laissé aussi progressivement croire au marché que ça allait être la prochaine réunion. C'est-à-dire que Williams dit ça, forcément, boum, ça fait remonter le marché. Que personne ne vienne le contredire, forcément, ça rajoute à l'idée que ça puisse être la prochaine et pas sous un horizon peut-être du trimestre. Voilà. Donc, si après, ben, forcément, du 1er décembre, vous savez que la semaine avant la Fed et la semaine de la réunion de la Fed, aucun membre du FOMC ne peut prendre la parole dans les médias. Donc, ce qui fait que on n'a pas de discussion par rapport à ces prises de décision. Et donc, ça aurait dû être fait la semaine avant pour essayer de temporiser ces propos. Ce qui n'a pas été fait, donc qui a laissé penser au marché que ce serait pour cette réunion. Est-ce que finalement, on va avoir cette baisse de taux ou pas? C'est vraiment la question essentielle. Ça peut être une très grande surprise pour le marché. Alors, je pense que personnellement, je pense que on peut vraiment être surpris pour une fois, même si le marché s'attend à 86% à une baisse de taux. C'est très rare dans l'histoire. Hein, ce serait très très rare dans l'histoire d'avoir finalement un marché qui soit aussi autant dans l'erreur entre ce que peuvent dire les membres du FOMC et le résultat d'une publication de taux, surtout quand c'est autant, hein, quand on est des fois 60-40, ben oui, ça arrive que le 40 l'emporte et que finalement, ben c'est parce que ça se joue à quelques voix hein, dans la banque, dans la réunion du FOMC. Mais là, on est quand même sur un gros pourcentage qui pense vraiment, qui semble avoir cette baisse de taux acquise. Alors, quid? Voilà, vraiment, moi je dis, je ne suis pas en tout cas dans les 86%, je vois la statistique, j'ai mon avis personnel et je me dis, voilà, est-ce que réellement on est dans ça et donc est-ce qu'on est sur le discours de Williams, le discours de se dire, ben justement, on a pour habitude que les baisses de taux soient plutôt en fin d'année. On va la voir en fin d'année, on va la voir, notre baisse de taux sur décembre. Et après, on sait que janvier, mars, avril, juin, juillet, on n'aura rien. Donc, ça veut dire qu'après, on est parti pour 6-7 mois sans rien avoir. Et on se reprojette d'avoir plutôt fin d'année 2026 des nouvelles baisses de taux. Hein, et donc, finalement, on serait toujours quelque part dans cette, si on peut dire, rengaine de la part de la part de la Fed dans sa manière de prendre des décisions sur les baisses de taux, peut-être pour aussi habituer un petit peu le marché et faire une certaine forme de bilan de l'année et prendre des décisions un peu plus sur la fin d'année que sur le début en se disant, ben voilà, on est plutôt dans un format défensif et on vient chercher, une fois qu'on a des résultats sur la fin d'année, on prend des décisions, on regarde l'impact sur l'année d'après et on reprend des décisions en fin d'année pour l'année suivante. Peut-être que c'est ça, et il semblerait que la Fed soit quand même, Powell est assez, comment dire, assez conciliant avec les marchés pour que ce soit ça. J'ai presque envie de dire que je préférerais, niveau économique,
que ce ne soit pas forcément ça et que on ait une Fed qui puisse dire: «Nous, on vous a dit que ce serait dans un horizon proche, ça peut être janvier». Il n'y a pas beaucoup d'écart entre le 28 janvier et le 10 décembre, donc on peut aller chercher 1 mois de plus avec des taux comme ça, avant de choisir de baisser les taux et que le marché soit fortement surpris de ces propos-là au niveau de la Fed et donc puisse drastiquement dire que la Fed puisse dire nous baisserons pas les taux et que ça, là, l'impact qu'il y aurait en tout cas psychologique sur les marchés serait très très fort. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il va bien falloir que les marchés, si vous voulez, c'est-à-dire que dans le contexte actuel, il va bien falloir qu'à un moment donné, les marchés s'alignent avec les datas que l'on a, les datas que l'on a qui soient hard ou soft, hein, puisque voilà, les hard data sont pas non plus super super quoi. Elles sont bien, mais elles sont pas non plus super super. Et donc, on a eu donc c'est d'ailleurs cet effet d'ailleurs qui est de qui vous montre que c'est les CAPEX qui gèrent un petit peu le truc et qui vous montre un petit peu l'état d'esprit dans lequel peut être le marché vis-à-vis de ça, qui prouve quand même que le marché sait que effectivement peut-être qu'on est en train de surcoter, de surcoter l'indice par rapport au rythme réel de ce qu'est l'économie. C'est que on a eu sur donc je crois que c'était jeudi, on a eu oui jeudi me semble, on a eu une publication voilà ici de sur Microsoft qui est sorti avec donc un journal qui a publié un article sur Microsoft en disant que donc Microsoft aurait soi-disant à ses équipes commerciales plutôt demandé comment dire de abaisser les objectifs de vente de ces équipes commerciales, notamment sur les parties IA et donc les parties de nouvelles technologies, intelligence artificielle. Et donc, ils auraient abaissé les ventes de leurs équipes commerciales parce que les équipes commerciales considèrent que c'est trop dur de pouvoir atteindre ces objectifs-là et qui sont quasiment irréalisables. Et donc, là, il y a eu, suite à la publication de ce journal, une baisse du Nasdaq de pas loin de 1%, hein, à peu près, puisqu'on était là vers 25 290, vous voyez, 25 300, et on a fini à 24 000, donc on a perdu dans les 300 points. Sous l'effet de cette annonce-là, sous l'effet de cette annonce, on a déjà perdu pas mal en plus aussi dès 14h30 quand la publication était sortie, il me semble, par ici. Attendez, je vais vous dire. On avait perdu un petit peu avant, juste avant l'ouverture, on était remonté. Et après, pardon, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc ça montre quoi? Parce que quand Microsoft abaisse ses résultats, à la rigueur, si Microsoft se fait sanctionner parce que un tel article sort et que ça peut avoir un risque sur l'entreprise. Bon, ben pourquoi pas? Oui, OK. Maintenant, lorsque, si vous voulez, on a non, c'était pas là. J'étais pas sur la bonne semaine. On a cet effet. C'était par ici alors. Mais c'est pareil, hein, on a perdu dans les 1%. Ici, je crois. Hein. Ici, voilà, 15 heures. On est peut-être on va se mettre en 1 minute. Ici, mercredi, voilà, mercredi, ici. Voilà, ici, c'était exactement ça. Regardez en 1 minute, là, donc, sur l'effet d'annonce, donc, lorsque c'est sorti à 15 heures, on était à 650 et on est revenu à 420. Donc, c'est ça, on a perdu 1%.
hein, 250 points. On perd 1% sur l'effet de cette news sur Microsoft. Donc, que Microsoft soit sanctionné parce que quelque part, ces équipes commerciales n'arrivent pas à vendre le produit qu'elles sont censées vendre. Bon, ok, ça veut dire que Microsoft ne va pas faire les chiffres qu'ils pouvaient espérer. Bon, très bien, qu'on le sanctionne et qu'on baisse sur Microsoft, d'accord, mais pourquoi le Nasdaq lui-même, pourquoi ça se découle sur toutes les autres entreprises? C'est parce que quelque part, on se dit attention. En fait, là, ça veut dire que les fonds, ce que je suis en train de vous expliquer, de l'effet des capex, de l'effet de l'arbre qui cache la forêt, le savent. Et donc, s'ils savent ça, ils savent que à tout moment, on peut avoir finalement un effet qui, un petit peu, ouais, un effet que le premier quelque part, le premier qui tombe puisse être celui qui perdra beaucoup parce que l'investissement est tellement colossal que finalement, ça peut les faire un petit peu flancher et que si c'est Microsoft ou quelqu'un d'autre, c'est pas ça le souci, mais c'est que ça peut être un signal, euh, ou du moins perçu comme un signal que l'économie ne va pas si bien. Et donc, si on n'a pas l'effet CAPEX, derrière, il reste quoi? Plus rien. Donc, s'il ne nous reste plus rien, le marché peut complètement dégazer. Et bon, ça a été récupéré, bien sûr, puisque derrière, on a eu des statistiques et que le marché ne s'en est plus soucié. Mais attention, attention, ça veut dire que lorsqu'on va avoir des périodes de résultats d'entreprise, par exemple, avec éventuellement donc par exemple un chiffre qui pourrait nous décevoir, peut-être que le marché peut commencer un petit peu à s'angoisser, à douter sur la réelle capacité de ces entreprises à performer et à maintenir l'économie américaine aussi haute et que d'un seul coup, quand elles vont flancher, on n'est pas tout finalement qui flanche dans la machine. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, si le marché, en tout cas, devait ne pas avoir la baisse de taux qu'il attend mercredi, le signal serait fort de la part de la Fed, hein. On est quasiment, regardez, on est quasiment revenu sur nos plus hauts de tous les temps. On n'est pas si loin que ça. Si le marché devait être déçu et qu'on n'ait pas la baisse de taux, on pourrait perdre sur les 2-3 jours qui suivent dans les 8-10% assez facilement, finalement, puisque à raison de 3-4% par jour, ce ne serait pas du tout déconnant, puisqu'il y aurait un effet quand même très angoissant pour le marché. Et peut-être qu'on pourrait avoir, si vous voulez, c'est ça qui pour moi peut être, et si on a un discours, pareillement, on a baissé les taux parce qu'on est inquiet de ce qui se passe sur l'emploi et on sait qu'on ne les rebaissera pas sur les réunions à venir, c'est un petit peu le même schéma que si on dit on baisse pas les taux et peut-être on les baissera au mois de janvier parce qu'on a des craintes sur l'emploi. Pour prendre des décisions, il faut que la Fed ait des statistiques. Là, les statistiques qu'elle a, elles sont dépassées, elles sont du mois de septembre. Alors, quelle est réellement, est-ce que parce que bon, oui, bien sûr, ils l'ont tous dit, hein, les membres du FOMC, ils ont aussi des statistiques que nous, on n'a pas, bien sûr, et qui seront publiées à venir. Donc, est-ce que les échos qu'ils ont du terrain ou du BLS, etc., de vraiment tous les bureaux nationaux des différents départements, ce qui leur remonte comme information, même si ce n'est pas la statistique précise, peuvent faire qu'ils se disent OK, on anticipe, on prend une décision avant que ce soit trop tard, ou est-ce qu'ils vont se dire on attend la publication, on attend confirmation avant de prendre la décision, et donc on va expliquer au marché que nous, on n'agit pas avant que ça ait lieu et on agira une fois qu'on aura la stat et on verra. C'est moyennement le style de Powell, mais Powell aime bien aussi, souvenez-vous, quand il disait je pilote dans le brouillard, et dans le brouillard, il ne prenait pas de décision. Donc, il peut aussi ne pas prendre de décision.
Je pense que le marché ne se méfie pas assez de ce qu'est capable de faire la Fed mercredi. Et mercredi, la Fed pourrait, ou du moins, pour une fois, en tout cas, c'est la fois où il y a le plus de chances, à mon sens, depuis au moins 3 4 ans, euh, qu'elle puisse sortir une statistique, même un peu plus, qui soit inattendue ou qui soit à l'inverse de ce que peut attendre le marché. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde au niveau de pourquoi je pense ça et pourquoi on peut attendre ou pas une baisse de taux. N'hésitez pas, dites-moi. Et après, comme ça, on fait la partie graphique. Moi, ça va très bien. Impeccable. Allez, bon. On fera la prochaine fois. Bon, c'est marrant parce que tu m'as envoyé une vidéo, Michel, sur Ouais. la dette japonaise. Souviens-toi que quand on était En août, c'était. C'est ça, non, mais c'était quand on en parlait, je t'en ai parlé, moi, de la dette japonaise la semaine dernière, hein, quand il y avait ma reine et qu'on a mangé, Ouais. et que je t'ai dit, attention, ça peut être pour moi, oui, ça peut être effectivement l'élément, le caillou qui vient créer. En fait, quand il y a une crise mondiale, la crise mondiale, elle est jamais, si vous voulez, elle se construit petit à petit. C'est-à-dire que là, le socle s'est monté sur l'IA et tout s'est construit petit à petit autour de ça. L'investissement massif dans ces entreprises-là, OK, on est dans ce monde-là. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, le marché va sur les plus hauts de tous les temps, c'est génial. Tout le monde crie attention, enfin, ou tout le monde, il y a des lanceurs, on va dire, d'alerte, comme d'habitude, qui peuvent dire attention, il y a du risque à faire ça, mais c'est comme quand tu roules à 150 sur l'autoroute, tu es dans une voiture, tu viens d'acheter une voiture neuve, tu ne te sens pas en danger comme quand tu es à 150 dans une Twingo et qu'il y a tout qui tremble. Donc, OK, tu te sens fort, tu roules à 150 et tu dis, mais non, regarde, il n'y a personne, tout va bien, pas de problème. Mais s'il y a un petit boulon qui commence à se dévisser sur ta roue, que tu sois sur une Twingo ou que tu sois sur un véhicule tout neuf, le danger, il est énorme. Et donc là, en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui peut devenir le petit gravier, le petit élément qui n'était pas, qui tombe pas au bon moment. Voilà, qui aurait pu tomber sur un moment où ton boulon se dévisse quand tu es en ville et que tu roules à 40 km/h et donc la gravité est beaucoup moins grave. Mais là, ça se passe au moment où tu es en train de faire ton excès de vitesse, que tu es en train de rouler plus vite que tu ne le devrais sur une route où il y a moins de sécurité qu'une autre. Et le Japon peut être un de ces éléments-là, finalement, qui tomberait pas au bon moment au niveau économique, au niveau de l'économie notamment américaine, puisque le Japon a été source de l'argent facile, de l'argent de l'investissement en fait de certains, que ce soit par la banque japonaise ou que ce soit pour certaines entreprises qui faisaient du crédit en devise japonaise et le réinvestissaient sur les marchés et donc qui maintenant peuvent se retrouver exposés à un risque comment dire, un risque très fort sur les taux obligataires japonais et donc avec un manque de production de richesse assez important et donc une incapacité de la banque japonaise de pouvoir y répondre comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. On le fera un petit peu plus la semaine prochaine parce que là, le sujet, c'était vraiment la Fed elle-même puisque c'est l'élément décisif de notre semaine pour nous et de là où on va se situer. Voilà. Donc, graphiquement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Donc, on voit bien que le marché est venu buter en fait sur une zone qu'il connaît bien, une zone qui est donc pour lui difficile. Je ne vois pas comment lundi ou mardi il pourrait, sauf oui, se donner parce qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de données importantes sur lundi, mardi. Si mardi, le rapport Jol sort
enfin, et qu'il est dans le sens d'une baisse de taux, on pourrait, pourquoi pas, revenir, vous voyez, plutôt vers ici, là, dans le ventre, là, vers, donc, casser, se rapprocher des 26 000, OK? Donc, casser la zone bloquante que l'on a eue vendredi sur les 869, hein, puisque finalement, vendredi, on a eu presque une journée pour rien, j'ai envie de dire. On est descendu, on est remonté sur l'ouverture, on est allé chercher le plus haut. Et après, on est revenu sur le point de l'ouverture et on s'est mis à stagner autour des 700. Hein, c'est à peu près ça. Regardez en une minute. Finalement, en une minute, si on se met sur la journée de vendredi, regardez, vendredi 15h30 ici, 15h30, on est allé chercher le plus haut. On est revenu quasiment au prix de l'ouverture, hein, puisque 15h30, on était vers là, vers 680. Vous voyez, 15h30, bougie d'ouverture 680 pile. Et donc, on est resté, on est revenu le tester même plusieurs fois dans la séance, une fois, deux fois, trois fois. Donc, on s'est maintenu finalement quasiment à l'équilibre sur le marché, légère progression, après avoir fait pourtant un beau plus haut. Et donc, là, ce qu'on pourrait faire lundi, mardi, j'ai presque envie de dire c'est pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lundi ou mardi, sauf s'il y a une déclaration forte de guerre économique ou autre, ça m'étonnerait qu'on parte par là. La logique voudrait qu'on revienne au moins une fois tester les 850, puisqu'on voit que les 850 ont été la zone bloquante ici. Donc, toute cette zone, là, 875, 850, c'est vraiment la zone où il va falloir faire attention. Ça, pourquoi je dis on devrait revenir les tester? Parce que vous savez un petit peu comment fonctionne le marché. Le marché, il aime bien faire une fois, faire deux fois et faire trois fois pour pouvoir le casser. Et donc, si mercredi, avec le FOMC, il veut casser cette zone, il va falloir qu'il la reteste une deuxième fois avant mercredi de pouvoir venir la casser par le haut et revenir derrière, une fois qu'il aura cassé, s'appuyer dessus pour confirmer que la résistance est devenue un support. Et donc, cette forme de résistance qui, donc, on le remarque, ce 875 là, regardez, c'est assez précis, c'est assez clair. Il était exactement dans la zone où, ici, on était exactement sur la même zone. OK, zone qui, regardez, comme je vous disais, deviendra un support. Lorsqu'on l'aura franchi, on va revenir s'appuyer dessus. C'est évident. Et donc, c'est exactement la même. Si vous voulez que l'on prenne ici, hop, regardez, hop, graphiquement, on voit bien que c'est une évidence. OK? Tac, regardez. On est bien sur la même zone. C'est évident. C'est exactement le plus haut. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Et c'est exactement notre support d'ici. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qu'on peut en attendre? On peut attendre à peu près la même chose que ça. C'est-à-dire que si on vient le tester lundi ou mardi, la logique voudrait qu'on revienne le tester. On ne le franchira pas, d'accord? Et mercredi, éventuellement, la Fed nous permettra d'aller le chercher et de le franchir pour objectif. OK, vous l'avez compris, objectif plus haut de tous les temps, 26 250, 26 266 ici. C'est une évidence aussi que c'est l'objectif. Si le mercredi, on a des bons chiffres, ça ne nous ferait que 2% à aller chercher. C'est pas non plus dingo d'avoir ça à aller chercher. OK? Tiens, d'ailleurs, on est un peu plus haut. Je dis des bêtises, on est plutôt vers 26 400. Vous voyez, le plus haut de tous les temps. Je l'avais normalement le plus haut. Attendez. Ah oui, c'est ça. Voilà, je l'avais là. Hop, je l'avais là, voilà. Hop, donc là, vous l'avez. OK. Donc, voilà ce qu'on peut espérer. Donc là, on va se le noter de manière assez directe. Hein. Ça va. Parce que là, c'est du 15 minutes. Ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris la bonne fenêtre. Hop, on va en mettre. Hop. Et voilà. Hop. Donc, OK. Je vais me le marquer lundi, mardi,
faudrait donc que on va tester, on va venir retester 25 850, mais on ne le franchira pas. Alors attention, pourquoi je mets mais on ne le franchira pas? Parce qu'attention, si vous êtes fermé sur un graphique un peu aspiré par des bougies qui montent, vous allez cliquer et ça va être pile le moment où on aura touché la zone 860, 850. Et là, le marché va rendre comme il a fait ici, hein, finalement. Et il va rendre d'un seul coup et vous vous direz, bah là, 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 là. Voilà. Donc là, il faut y aller quand soit en l'accompagnant, soit, voilà, c'est pas en mode. Bon, après, quand il est redescendu, il n'est pas redescendu en mode violent. Je crois qu'il a payé sur la méthode 25 pour la plupart des trades, hein, je crois même tous. Donc, voilà, mais en tout cas, Vendredi? Vendredi? quand il est redescendu, après avoir fait le Vendredi, ouais, il a 250 à payé. partir de 16h30, il a dû payer, je crois. Vendredi, oui. Le 800, le Voilà. 7,5, Donc, du coup, le 700. il faut vraiment se dire ça. Ne vous faites pas aspirer, par exemple, par cette montée-là, comme ça, en vous disant, ah, ça y est, il est parti pour aller chercher 26 000. Non, le 850 lui refera un second blocage. Ça me semble évident. Voilà. OK. Donc, c'est pas le moment où il faudra être. Ne soyez pas non plus au palier juste en dessous. Donnez-vous le temps. C'est pas grave de se donner le temps, au contraire. Donc, lundi, mardi, on devrait faire ça. On devrait aussi forcément retester un point bas. On ne peut pas tester que des points hauts. On va devoir retester un point bas. Pourquoi? Parce que il faut bien qu'avant la Fed, on vienne aussi tester un petit point bas. OK? Michel, il a une musique, non? Ah ouais, pardon. C'est la folie. Pardon. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est que, selon moi, du moins, le 579, là, le 600 par ici, c'est une belle zone à venir tester ici, pour, alors peut-être pas jusqu'au 579, peut-être pas jusque-là, mais on peut, oui, on peut revenir tester, vers là, vers la S1J. Ça me semblerait cohérent. Donc, lundi, on touche ça en séance et puis après, on revienne ici, et que le mardi, on fasse l'inverse. On touche ça en séance et on revienne ici. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre lundi, mardi, mercredi, on va plutôt rester dans la zone et finalement jouer sur du range comme ça, tac, pour rester, démarrer, arriver mercredi 20h, plutôt sur le point pivot, là, 740, 750. Comme par hasard, on n'est pas si loin du chiffre au moment de la clôture, et donc on serait à peu près à ce chiffre-là, vers 25 750, au moment de la publication du taux. Ça me semblerait cohérent. Donc ça, on va se l'écrire aussi. Donc test en point bas de donc 25 600, on va se mettre, et mercredi, au moment de la publication, plutôt sur 25 750 pour choisir la direction. Et donc mercredi, qu'est-ce qu'on va pouvoir espérer? Là, c'est assez simple, hein, j'ai envie de dire, presque, hein. Ça va dépendre forcément de ce qui va venir se rajouter à la publication de taux. Donc déjà, si le taux est publié avec une surprise, ce qui m'étonnerait un petit peu, mais j'ai presque, voilà, ça m'étonnerait. C'est pas trop le style de Powell. On n'a pas eu ces habitudes-là depuis ces dernières années, mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est la fois où on a le plus de critères, de possibilités pour qu'il y ait une surprise dans la publication. Si c'était le cas, en tout cas, on irait très, 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 très rapidement sur les 25 000, ici 217, vous le voyez, 25 000 ici, la zone qui est là. Ça irait très, très vite, et plus vite que ça, je pense qu'on irait même chercher, on peut même aller chercher les 25 000 le soir même.
Ça nous ferait, donc si on dit qu'on est à 25 750, ça nous ferait 3% de baisse. C'est ça. Ça me semble cohérent. Ça me semble amplement cohérent de revenir ici, là, Ça, c'est sur le jour du 25 000. FOMC que tu parles là? Ou avant? Le jour du FOMC Le ou jour du, après? le jour du FOMC. D'accord, merci. Donc, si déception, hein, si déception, 25 000. Donc 25 000, là, on est vraiment sur le jour du FOMC. Et après, alors là, après, c'est un peu, j'ai presque envie de dire, c'est, souvenez-vous, hein, c'est un peu les portes ouvertes. Ça voudrait dire, en fait, finalement, hein, regardez, que on est toujours plutôt sous cette pression baissière. On n'a toujours pas fait de réel plus haut. Donc, on est toujours sur cette pression baissière. Et donc, on pourrait revenir quelque part, combler tout le gap que l'on a eu ici. Clac. Regardez, ici, on est bien venu le 21 novembre. C'est bien sur le moment de la publication, c'est bien sur la prise de parole de William que on rebondit complètement. D'accord. Ben, là, on ravalerait le gap à minima, puisque on serait donc avec un marché qui a pricé une baisse de taux et qui ne l'a pas eu dans le temps escompté. Donc, à minima, on doit revenir sur la même zone. Je pense que c'est vraiment un minimum. Et donc là, d'ici vendredi prochain, on devrait être aux 24 000 points. 24 000 points, c'est amplement faisable parce que ça nous ferait, si on est 24 000, ça nous ferait une baisse de 7%. Pour moi, on peut, comme je vous disais, aller chercher du 8-10. On peut même descendre plus bas que ça. Pourquoi pas 23 600, vous voyez, ou au moins, ouais, ou 23 750. Voilà, pour le vendredi. Si on est dans une déception, on devrait ravaler tout le gap et reprendre un format plus baissier, revenir dans cette pression baissière ici sur le marché et donc revenir après à terme, avant la fin d'année, vers un 22 850, 22 500, comme on s'était marqué les autres fois. Ça, c'est si vraiment le marché est déçu. OK. Donc, jeudi, vendredi, retour sur, donc on a dit 24 000, hein, pour ravaler le gap haussier, puis target 23 500. OK. Minimum. Et donc, à l'inverse, si on est content, si ça se passe bien, si on a eu notre baisse de taux, donc ben, si le marché est satisfait, si le discours qui accompagne, parce que c'est surtout ça, si on a la baisse de taux, mais que le discours qui accompagne la baisse de taux est angoissant pour le marché, on peut revenir ravaler le gap. Hein. C'est pareil, hein. On peut se dire, bah, OK, d'accord, on a eu une baisse de taux, mais si on n'en a plus pendant un an, où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi on n'en aurait plus pendant un an? Si la Fed nous dit qu'elle s'inquiète fortement du contexte économique, peut-être qu'on va commencer à se dire attention, les CAPEX, l'argent, il faut qu'ils fabriquent quoi, à un moment donné. Ils ne peuvent pas comme ça avoir toujours plus d'argent sans limite. Si par contre, on est avec un Powell qui peut être plus rassurant, notamment sur le marché de l'emploi, sur comment se compose le marché de l'emploi et enfin voilà, en termes d'indicateurs économiques, s'il est rassurant sur les indicateurs économiques dont il dispose, on peut revenir à minimum sur un 26 270. Pour moi, on devrait même aller tester le plus haut de tous les temps et le repousser un petit peu, 26 500, avant de s'essouffler, de revenir peut-être sur un 26 000. D'accord. Ce qui ne nous ferait pas prendre en fait grand chose, parce que si on fait par exemple les 26 500 divisé par le 750, ça voudrait dire qu'en 3 jours, on prend 3%. C'est pas oufissime non plus. Hein. Loin de là même. Hein. Il y a plus de potentiel limite à la baisse qu'à la hausse, mais c'est normal, on est déjà sur les plus hauts. Donc, si le discours convient, donc on aura comme premier target, donc on a dit 25 850.
puis 26 000. Là, on a dit même 26 250, on avait dit. Ouais, 26 000. Puis, donc, 26 400, qui est le plus haut de tous les temps. Je crois à un nouveau plus haut vers 26 500. Voilà, on va se marquer. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'on est bon? Moi, ça me va très bien. Hop, hop. Voilà. J'avais oublié ça, tant pis. Quand ça va éclater le plus haut, ça fait flipper tout le temps. Ouais, ben comme on a dit, comme je viens de dire, on a plus de potentiel finalement à la baisse qu'à la hausse, hein, ça c'est sûr. Ouais, mais à la baisse, si ça tombe, si ça descend doucement, Ah ben là, si c'est ça bien, tombe, mais il si faudra ça pas, s'effondre, il aïe, faudra aïe, pas aïe. rattraper. Ben, il faudra pas essayer. Il faut plus être à l'achat. Hein, il faut l'accompagner. Il faut pas vouloir attraper le couteau qui tombe, hein, comme on dit. Hein. Ouais. Tu suis le mouvement. À un moment donné, quand ça baisse je te dis qu'on peut baisser de 10% sur la semaine ou de 8% en 3 jours. Tu vas pas essayer toi d'être contre flux. Sinon, c'est suicidaire. Hein, ça c'est sûr. Ouais. Il va falloir faire attention maintenant. Voilà. Ou sinon, il faut pas trader. Si tu as peur, il faut pas. Pas peur quand même. Non, mais peur, oui, si tu as peur de cramer le compte parce que tu t'es pas dans le bon sens ou parce qu'il y a des problèmes de flux sur les rythmiques, ben, il vaut mieux ne pas trader que avoir une bougie qui te fait 25 vers le bas, 25 vers le haut et qui te met mal. Ça, il faudra le voir arriver. En tout cas, là, c'est possible qu'on rentre dans ce type de marché avec des bougies de plus 25, moins 25 en quelques secondes. Comme mercredi, là, une bougie de 100 points, putain. On était 50 plus bas. Elle est venue nous chercher de 50 en haut et on était au milieu. Ouais, là ce sera pas 650. C'est surtout que potentiellement, même à la vente, tu peux te prendre, tu vois, elle peut te prendre, remonter de 25 et retomber dans la minute qui suit de 40. Et toi, tu t'es pris moins 25 dans les dents, quoi. Au début de Trump, c'était beaucoup ça, purée. Vous l'avez très bien connu, maintenant vous commencez à avoir un peu d'expérience. Hein. C'était horrible, mais bon. Allez, ça ira. Merci. Allez, donc voilà. Ben écoutez, merci à tous. S'il n'y a pas de questions sur les sujets abordés, ben voilà. Perso, ça va. Ça va très bien. Après, plaisir, merci Alison. Bon ben voilà, mercredi on fera une interro alors sur le CPI, le PCE, sur l'ISM, soft data, hard data. Je sais qu'Alain maîtrise tout ça parfaitement, The Wolf. Allez, merci à tous. Bisous. Ciao, ciao à tous. Ciao. À demain.